Bonjour et bienvenue dans Cap ou pas Cap, l'émission de ceux qui relèvent leurs défis. Et aujourd'hui, on a un invité un peu particulier, un peu spécial, Paul Fontaine. Bonjour Paul, Bonjour Julienne, comment vas-tu? nickel, et toi? Très bien, je te remercie. Je suis ravie de t'accueillir dans cette émission. Est-ce que tu peux nous dire en quelques mots qui tu es? Je m'appelle Paul Fontaine, je vis avec la mucoïcidose. Et puis, donc je suis conférencier professionnel. Mon boulot, c'est ça, c'est de faire des conférences. Et puis, en entreprise. Et à côté de ça, depuis, donc j'ai 42 ans, et depuis 15 ans, avec cette maladie, donc, qui est une maladie génétique, je suis né avec. Depuis 15 ans, j'ai eu une prise de conscience qui m'a amené à faire beaucoup de sport. Et puis, avec 50% de capacité respiratoire, j'ai couru 5 fois le marathon de Paris, j'ai gravi le Mont Blanc, j'ai gravi tout un tas de sommets dans les Alpes, dans les Pyrénées, j'ai traversé la France à vélo jusqu'à la Pointe du Raz. Et puis après, il y a eu des courses, des trails, le kilomètre vertical de Chamonix, la verticale de la Tour Eiffel, l'ascension du Kilimandjaro. Et là, donc depuis 4 ans, je bénéficie d'un médicament extraordinaire. Donc mes poumons sont aujourd'hui tout propres, je respire avec 70-75% de mes capacités respiratoires. Et donc je viens de courir 42 marathons pendant 42 jours à l'occasion de mes 42 ans en septembre. Voilà. Ouais, c'est génial, c'est un palmarès qui laisse sans voix. Qu'est-ce qui s'est passé il y a 15 ans? Tu me parles d'une prise de conscience. Qu'est-ce qui s'est passé dans ta vie? Comment ça s'est produit pour que tu aies cette prise de conscience? Euh, Donc en fait, moi, avant, j'étais dans le déni de la maladie et tout. Je prenais mes traitements et sans plus. Et puis, je faisais très peu de sport. Je viens du milieu agricole. J'ai pas été élevé dans un milieu de dépassement de soi, d'espoir sportif, de prise de risque, ni rien du tout. Euh, et puis, en fait, quand j'étais au lycée, donc la maladie, j'en avais honte. J'avais honte de cracher des trucs tout verts, tout jaunes à longueur de journée, parce que c'est le quotidien, c'est ça. C'est du staphylocoque dans les poumons en permanence. Et puis, en fait, du coup, comme j'en avais honte, j'en parlais pas de cette maladie. Je me sentais seul, incompris, forcément. J'avais peur d'être rejeté. Et donc, il y a tout ça qui a éclaté en moi, en fait, suite à des déceptions amoureuses multiples. Moi, quand j'étais au lycée, j'étais incapable d'aligner deux mots devant une fille. J'étais comme Obélix devant Falbala, tu vois. Et il n'y avait rien qui sortait, tu vois, c'était une catastrophe. Et puis, en fait, voilà, déception amoureuse, j'étais amoureux tout seul d'une fille qui m'avait regardé, tu vois. Et voilà, donc j'avais toute cette colère, en fait, qui a éclaté en moi à la fin de mes études. Parce qu'on est un peu sur des rails dans le système scolaire, et au bout d'un moment, on arrive à qu'est-ce que je vais faire maintenant? Et moi, donc, vivant avec cette maladie, je ne savais pas non plus quelles étaient mes capacités physiques. Ne serait-ce que si j'étais capable de travailler 35 heures par semaine, non, j'en étais pas capable. Et donc, je me suis mis à faire beaucoup, beaucoup de sport. Parce qu'en fait, le sport, ça me permet justement de tousser, cracher, Ouais. expectorer, faire sortir tout ce mucus, ce staphylocoque qui était dans mes poumons. Donc c'était une question de vie ou de mort pour moi, c'était vital pour moi de faire ce sport, et aujourd'hui ça fait partie du traitement des personnes qui vivent avec la mucoïcidose. Et j'ai eu besoin de ces excès sportifs justement pour donner du sens à mon activité sportive au quotidien. Moi, la seule chose qui m'intéressait, c'était de rester motivé au jour le jour pour aller faire mon sport sous la pluie, ou quand il faisait -10 quoi, à Besançon, là d'où je viens. Et donc, les défis sont arrivés de derrière, justement, pour donner du sens à ça, sachant que je me sentais condamné à faire du sport. Je me sentais comme Sisyphe, là, ce personnage de la mythologie grecque qui a été condamné par Zeus à monter son rocher en haut de la montagne. Tous les jours, il fallait que je nettoie mes poumons. Et puis, tous les jours, ça revenait à mesure, quoi. Et donc, dans les prises de conscience qu'il y a eu, donc déception amoureuse, voilà, toute cette colère qui a éclaté, j'en voulais à Dieu, à mes parents, au monde du travail, aux filles, à la terre tout entière. C'était une période de vie avant ça où j'étais dans l'attente du bonheur, dans l'attente, comme beaucoup de gens en fait, on attend que ça vienne d'ailleurs, que ça vienne. Alors, il y a 100 ans, on attendait que ça vienne du prêtre et de Ouais. Dieu et tout ça. Et maintenant, on attend de la part de l'État-providence, ou de notre conjoint, de notre chef, du maire, du boulot, de tout un tas de choses. Et les gens passent leur vie à attendre. Mais moi, c'était pareil aussi. J'attendais après les médecins, les chercheurs, les médicaments. Et puis, parmi les prises de conscience,
voilà, il y a eu toute cette souffrance de base, en fait, qui est venue me travailler. Et donc, je me suis mis à faire du sport pour extérioriser ma colère, d'abord. Et puis, petit à petit, ça marchait plus. Je revenais de 2 heures de vélo, j'avais la tête comme ça, de ce que j'appelle les petites questions. Tu sais, c'est les petites Mhm. questions qui sont grandes comme ça et qui viennent le jour où il pleut, là, et que tu viens de te faire larguer. Et parce qu'il y a la petite question qui est grande comme ça, tu sais qu'après, il y a celle-là, puis après, tu sais que si tu réponds à celle-là, il y a celle-là, puis après, il y a celle-là, Ça n'en finit puis pas. après, il y a la grande question, tu vois, la peur de la mort et tout, de la solitude. Et parce que tu sais que derrière la petite question qui est grande comme ça, il y a celle-là, celle-là, tu la prends, tu la mets sous le tapis. Sauf qu'en fait, elle te suit jusque sur ton lit de mort, en fait. Et tant que tu mets pas les mains dedans et que tu vas pas voir ce qu'il y a derrière, que tu prends pas le temps de le faire en te disant, d'aller se poser les bonnes questions, sans avoir peur de sombrer, cette question, elles te suivent tout le temps, quoi. Et ces questions, pour moi, c'était la peur de la solitude, c'était, oui, la peur de la maladie, la peur de tout ça. Et donc, je faisais mon vélo, puis un jour, j'ai écrit dans un journal intime. J'ai sorti 4 phrases dans mon journal, beaucoup de colère, des insultes dans tous les sens. Et je suis allé dans ma douche derrière, et je me suis dit, waouh, je pense plus à rien. Ça m'a fait beaucoup de bien d'écrire, D'extérioriser, de mettre sur le papier. de faire sortir toute cette Ouais. colère pour pouvoir laisser entrer autre chose à la place, du positif, de la joie, de l'amour, un peu plus tard. Et puis en même temps, je me suis mis à lire des livres de développement personnel, des livres sur le dépassement de soi aussi. Les livres de Philippe Croison, Maud Fontenoy, Gérard Daboville, des aventuriers comme ça. Et je me suis dit, si Philippe Croison il arrive à réaliser son rêve, à traverser la Manche à la nage sans bras ni jambes, moi aussi je peux réaliser mon rêve. Et puis les réponses en fait, voilà, à l'origine, donc il y avait ces souffrances intérieures, et puis tout un tas de questions que je me posais sur la vie. Moi j'étais dans cette idée que tout le monde il est beau, tout le monde il est gentil, tu vois. Puis en fait, il y avait plein de souffrances en moi, et j'ai cherché les réponses à mes questions dans les bouquins. En me disant, attends, ok, le mec là, dans le livre de Laurent Gounel, L'homme qui voulait être heureux, là, il en est où dans sa vie? Et moi, j'en suis où par rapport à lui, où il en est dans le bouquin, là? Et à chaque fois, je faisais un parallèle avec moi, il y avait cette espèce de double lecture permanente dans tous les bouquins que j'ai lus. Et vraiment, j'allais me questionner, en fait, aussi dans mes lectures. Donc, parmi les prises de conscience, il y a eu, voilà, ce moment-là où je me suis mis à faire du sport, ce moment où je faisais du sport sous la pluie, et je me suis dit, mais il n'y a pas de sportif qui fait du sport sans bisous, sans podium, sans bouquet de fleurs, sans gloire, sans idée de progresser dans le sport, mais aussi face à la maladie. Et moi, c'était ça l'objectif, c'était d'arrêter d'attendre après les médicaments, les chercheurs, et de me dire que moi aussi, je peux faire plein de choses dès maintenant et sans attendre après mon médecin. C'est pas mon médecin, c'est pas la maladie qui décide ce que je peux faire, c'est moi le patron. C'est moi, je suis le capitaine de mon âme, je suis le maître de mon destin. Si je reprends cette phrase que sort Nelson Mandela dans Invictus, le film. Mhm. Et donc, je me suis mis en action, et puis j'ai compris que c'était à moi de choisir la vie que j'avais envie dans ma vie. Parce que je peux choisir, dans la vie, on a tous le choix, de choisir le verre à moitié vide ou de choisir le verre à moitié plein. Et c'est comme ça que tu as pris ta première décision de faire ton premier marathon? Voilà. Comment ça s'est passé? Cette décision, Ouais. Et comment tu t'es préparé avec la maladie et avec cette première fois dans un environnement du coup compétitif? ouais. Si je peux me permettre, je reviens un petit coup sur le avant, Mhm. en te disant que avant tout ça, il y a la phase d'acceptation Ouais. de la maladie et de qui je suis. Et cette phase de prise de conscience, en fait. Et pour moi, accepter la maladie, c'est dire, ok, je suis Paul. Moi, aujourd'hui, quand je me présente, je dis, je suis Paul, je vis avec la mucoviscidose, je ne suis pas malade. Mm. Parce que si je suis maladie, si je suis muco, si je suis cancer, si je suis dépression, je ne peux pas avancer. Oui. Et donc, je ne suis pas quelqu'un qui se bat contre la mucoviscidose, je me bats pour la vie, je me bats pour mes rêves, je me bats pour la joie, pour l'amour, et au final, je me rends compte qu'il n'y a même plus besoin de se battre, tu vois. Et accepter la maladie, c'est se dire, ok, avant, moi, quand j'allais voir les filles et tout, j'arrivais, la fille, elle me plaisait et tout, j'étais comme un dingue et tout, puis j'étais amoureux, tu vois. Et puis, je disais, voilà, au bout d'un an, je me disais, voilà, je vis avec cette maladie, je suis la maladie, et puis je vais mourir, et puis ceci, cela. La fille, elle se barrait en courant, tu vois. Et moi, je me Tu mettais à dressais chialer. d'abord le tableau noir. Mon Dieu, catastrophe. Donc moi, je me mettais à chialer, enfin, c'était un cataclysme, quoi. Et j'ai appris après à parler de moi.
À dire, voilà, ok, bah ouais, je vis avec cette maladie, tu vois, aujourd'hui j'en suis là. Et tu vas voir, demain je vais faire ça. Et pour moi, l'acceptation, c'est ça. C'est, ok, t'en es là. C'est cette phrase qui dit, it's not what happened to you, it's what to do about it. Ouais. Ce qui compte, c'est pas ce qui t'arrive, c'est ce que t'en fais. Ok, j'en suis là, je vis avec cette maladie, maintenant qu'est-ce que je fais de ça? Et donc, ce marathon de Paris, mon moteur, en fait, c'est mes rêves, c'est ce qu'il y a dans mon cœur, c'est mon moteur, et c'est ce que je dis en conférence. Moi, j'invite les gens à écouter leur cœur, à remettre l'amour au centre de leurs valeurs personnelles et professionnelles, à écouter ce qu'ils ont dans les tripes, dans le cœur. Et moi, mon corps, hein, bah, il me parle par rapport à ça, tu vois. Et du genre, des fois, j'ai des belles idées en tête. Et là, je vais avoir la chair de poule, je vais avoir les poils quand j'ai cette belle idée en tête. Et puis des fois, c'est dans les tripes même, c'est genre, ah putain, il faut que je le fasse, quoi. C'est vital. C'est plus fort que moi, ça vient de là, tu vois. Et en même temps, parfois, ouais, c'est cette belle idée que je vais avoir en tête qui va me faire lever les yeux au ciel comme ça. Et putain, ce serait tellement beau si je faisais ça, tu vois. Et là, je me mets à chialer, mes yeux, ils pleurent tout seuls, quoi. Et c'est ça qu'il faut écouter. Il n'y a que ça à écouter dans la vie. Pour moi, c'est ça l'amour. Et mon moteur, il est là. Et en fait, il y avait ce rêve-là où moi, je trouvais ça cool, tu vois, de courir un marathon dans ma vie, comme Philippides, la bataille de marathon, enfin tout ça. Et puis en même temps, comme je trouvais ça cool, il y a 3 mois, de courir 42 marathons pendant 42 jours, comme Forrest Gump, tu vois, traverser la France en courant, moi, je trouve ça cool. Et en fait, ma motivation, c'est con, tu vois, c'est con comme ça, c'est simplet même, comme Forrest Gump. Mais en fait, c'est ça qui est bon. Il n'y a rien de compliqué, en fait. Et c'est une motivation qui est pure, qui est saine. Et il n'y a pas à chercher à des explications. Juste, c'est là et j'ai envie, bah, je le fais, quoi. C'est tout. Et donc, il y avait ce projet de marathon et j'avais pas su m'entourer les années d'avant. J'avais pas su m'entraîner correctement. J'avais une blessure ici au tenseur du face à la tâche. J'ai rencontré mon kiné à l'époque en septembre 2012. Donc, mon kiné, aujourd'hui, il est champion de France de trail. Mhm. C'est un ami, on a gardé le contact, on a couru tout plein de marathons ensemble et là il en a couru encore 3 récemment sur mon projet avec moi, tu vois. Et donc je suis allé le voir en septembre et je lui dis 2012, je dis écoute Thibaut, moi j'ai envie de courir le marathon de Paris, première séance de kiné, tu vois. Et là il me dit ok on y va. Ok, donc on a soigné la tendinite, il m'a mis en contact avec son préparateur physique, une association qui s'appelle Ensemble au sommet. Puis moi quand il m'a dit ça, je me suis dit oula. Voilà, Ça y est. j'ai parlé trop vite, tu vois. Ouais, et je me rappelle aussi la veille, j'avais écrit dans mon journal demain rendez-vous avec ce kiné de ouf à Besançon, on verra ce que ça donne, quoi. Et donc ce marathon de Paris, moi j'ai commencé à courir en septembre 2012. Mhm. Je courais pas avant. Tu sais, dans le coaching, on dit aussi c'est quoi le plus petit pas possible, Oui. la plus petite action possible qui te rapproche d'un objectif. PPPP là, les 5 P. Et ça c'est des trucs ça me faisait chier un peu, tu vois. Moi, j'aime beaucoup Oscar Wilde. Oscar Wilde, il dit qu'il faut avoir des rêves suffisamment grands pour ne pas les perdre de vue quand on les poursuit. Le même Oscar Wilde qui dit qu'il faut toujours viser la lune, car même en cas d'échec, on atterrit dans les étoiles. Et puis, j'aime beaucoup Napoléon Hill. Mhm. Napoléon Hill, lui, il dit brûlez les ponts derrière vous et voyez quand vous avancez bien, quand vous voyez que vous ne pouvez plus reculer. Quand il n'y a pas de plan B. Ouais, quand il n'y a pas de plan B dans ma vie, j'ai pas de plan B. Je respire où je respire, je vis où je vis, quoi. Et même à plus petite échelle, parce que là je parlais du macro, mais à plus petite échelle, y a, comme on dit pareil dans le coaching, il y a 26 lettres dans l'alphabet, il y a 26 plans B d'avance, tu vois. Il y a le plan B, C, E, enfin bref. Et donc, d'ailleurs, c'est pour ça, à partir de ce premier marathon, que je me suis mis à tester des choses tous les jours pour être mieux demain, pour arriver à soutenir la cadence des entraînements. Donc expérimenter, action, que je teste aujourd'hui. Comment ça va aujourd'hui, comment je peux courir ou pas, et puis qu'est-ce que je peux faire de mieux demain. Et puis demain, j'envisage une nouvelle action. Et puis en fait, ce que je dis, c'est que ce n'est pas la victoire qui compte. Parce qu'aujourd'hui, même si je bénéficie de ce médicament de ouf, je ne suis pas guéri. Ce qui compte, ce n'est pas la victoire, c'est d'enchaîner les échecs et de continuer à agir. D'être tout le temps dans l'action. Et ce que je transmets en conférence aujourd'hui, moi, c'est une dynamique d'action. Qu'est-ce que je teste aujourd'hui, demain, et demain, et demain, et demain. Et en fait, de jour en jour, je vis comme ça. Et donc ce marathon... ça m'a permis d'expérimenter tout un tas de choses, de donner du sens aussi à ce que je faisais. Donc, comme je disais tout à l'heure, c'était un prétexte pour donner du sens à mon activité sportive au quotidien. Et moi, le lendemain du marathon de Paris, je suis déjà 2 jours après, je suis sur mon vélo, en fait, parce que j'avais besoin de faire du sport. Donc ça, c'est le marathon, c'est juste la cerise sur le gâteau, quoi. Et donc j'avais la conviction profonde, jusqu'au fond de mes tripes, que ce marathon, il allait changer ma vie. C'est une question de vie ou de mort.
ça conditionnait pour moi l'espoir. Il y avait une porte qui s'ouvre, il y avait une lumière qui s'allume ou pas en fait. Donc j'étais déterminé et j'étais prêt à y aller avec les dents s'il le fallait, mais j'allais y arriver quoi. Tu as eu des peurs, que ce soit au moment du marathon ou les autres exploits sportifs que tu as pu faire, mais comme celui-ci, c'était un peu le premier en compétition et il y a eu des doutes que tu as eu où tu t'es interrogé ou des peurs ou des freins qui te sont apparus? J'avais peur de ne pas y arriver, évidemment. Parce qu'encore une fois, ça conditionnait toute la suite. Et c'était soit j'y arrive, soit je sombre, quoi. Donc là, la peur, elle est monumentale. Et en même temps, j'avais aussi peur d'y arriver. Parce que je me disais, mais qu'est-ce qui va me motiver après à aller faire mon sport sous la pluie? Qu'est-ce qui va y avoir de plus grand que le marathon de Paris? Et T'en as trouvé d'autres? ouais, tu vois, non, mais c'est ouf le mental, l'ego, les merdes qu'on se met dans la tête, quoi. C'est incroyable. Et en fait, j'ai découvert, oui, qu'en fait, un rêve réalisé, on amène un autre, et puis un autre, puis un autre. Puis en fait, il y a plein de gens aussi qui préfèrent fantasmer leurs rêves plutôt que chercher à les réaliser, parce que par peur, justement, de plus avoir ce truc-là. Qui est un vide après. Ouais, tu vois, un vide. Or, lorsqu'on gravit, moi je le vois vraiment en image, lorsqu'on gravit une montagne qui symbolise l'atteinte de son objectif, derrière on s'aperçoit qu'on voit d'autres montagnes, qu'il y a d'autres objectifs, qu'il y a d'autres rêves qui nous donnent envie aussi, et on y arrive avec la force et la confiance qu'on a gagnée en atteignant déjà ce rêve, en réalisant ce rêve. Donc on y va avec une autre dynamique et l'élan en fait il est donné. Le rêve appelle le rêve, et c'est une des premières phrases du livre de Maud Fontenoy, Atlantic Fastener. Elle dit un rêve réalisé en amène un autre, puis un autre, et puis un autre. Complètement. Est-ce qu'aujourd'hui, tu parlais d'acceptation par rapport à la mucoviscidose, aujourd'hui, est-ce que tu la vois comme un cadeau dans ta vie? Une chance, carrément une chance, tu vois. Et je sais que quand je dis ça, ça peut agacer des gens, ça peut énerver, ça irrite. Et je comprends. Et moi, il y a 15 ans, tu me dis ça, moi, ça me rend ouf. Je comprends pas, tu vois, j'aurais été fait en colère. Et tu vois, il y a une fois en interview comme ça, on m'a demandé, on m'a dit en 83, si tu pouvais choisir au moment de ta naissance, tu choisirais quel gène? Et sur le coup, j'ai répondu, j'ai bugué, j'ai pas su quoi répondre, j'ai réfléchi derrière, et je me suis dit, lâcher prise, c'est choisir de pas choisir. Donc je choisirais de pas choisir. Et de ne pas choisir entre le gène malade ou les 3 autres qui sont sains. Pourquoi je dis ça? Parce qu'en fait, depuis 15 ans, je vis plein de choses extraordinaires. Je suis ici, là, maintenant, avec toi, sur ce plateau télé. Je fais des conférences partout, je parle de moi, je parle d'amour en conférence et je gagne ma vie comme ça. Et puis en même temps, ma formation de coach, on me l'a offerte. Le Kilimanjaro, on me l'a offert. Quand je vais faire des défis comme ça, on me porte mon sac. Il y a 3 mois, j'ai trouvé 15 000 balles en 2 mois là, pour mener à bien mes 42 marathons. Pendant 42 jours, on a dormi chez des gens différents tous les soirs. Et ça montre aussi, c'est une des baselines du projet, c'est que l'amour, il gagne toujours. Et finalement, que quand tu as un beau projet, tu portes un beau message, des belles valeurs et que tu es une belle personne, parce que je sais que je suis une belle personne, ça marche, les gens, ils t'ouvrent leur cœur, ils t'ouvrent leurs portes. Et donc depuis 15 ans, je vis plein de choses de ouf. Et j'ai compris plein de choses de la vie, qu'il y a des gens, ils ont 90 ans et je n'ai toujours pas compris. Et tu vois, c'est Anne-Dauphine Julien, donc, cette maman qui a perdu 2 de ses filles de la leucodystrophie. Elle écrit dans son bouquin 2 petits pas sur le sable mouillé. Elle écrit, quand on ne peut plus ajouter des jours à la vie, il faut ajouter de la vie aux jours. Et moi, depuis 15 ans, je vis plus intensément. Et pour ça, la maladie, c'est une chance. Et puis en même temps, je suis né avec cette maladie, donc il n'y a pas de surprise de découvrir, je ne sais pas quoi. Je suis né avec, donc je sais ce qui m'attend, tu vois, quelque part. Et ça, je l'explique aux autres patients, que quelque part, je vis plus intensément et que finalement, je gagne du temps. Je gagne du temps de vie. Et tu vois, quand je fais des conférences dans les écoles primaires aussi, les gamins, ils me demandent tu vas vivre jusqu'à quel âge tu vas mourir, tu vois. Et moi, j'aime, parce que là, les enfants, ils sont vrais, tu vois. Et ça triche pas. Et là, on tombe le masque, on arrête de faire semblant de montrer telle ou telle image de soi en société. Et avant, je donnais un chiffre. Puis en fait, quand j'ai vu que je pouvais faire le marathon de Paris en 4 heures, quand j'ai envie de mettre 4 heures, j'ai arrêté de donner un chiffre. Parce que c'est la meilleure façon de se conditionner à ce chiffre, tu vois. Complètement. Donc maintenant, voilà, je donne plus de chiffres. Et donc, ouais, la maladie, c'est une chance. Et pourquoi je dis ça? C'est parce que quand je dis ça,
j'ai conscience qu'il y a des enfants qui partent et qu'il y a des parents qui restent. Et on peut remplacer le mot maladie par souffrance, crise, tristesse, colère, peur, tous ces mots-là. Donc, il y a des enfants qui partent et il y a des parents qui restent. La maladie, c'est une chance parce que, en fait, pour ces parents qui restent, même s'il y a des gens qui meurent, ça les rend plus à même de dire je t'aime, avec encore plus de profondeur, avec encore plus de conscience, de le dire encore plus souvent à tous les gens qu'on aime autour de nous. Ouais. Et ça rend plus à même les gens, en tant que patients aussi, de s'accorder encore plus de douceur. La De maladie s'aimer impose, soi-même. la maladie impose ce besoin d'amour de soi, comme tu dis, ouais, de s'accorder pour plus de douceur, encore plus de tendresse, encore plus d'amour. C'est une chance pour s'émerveiller de la beauté de la nature, de la beauté du vivant, de la chance qu'on a d'être en vie sur cette terre magnifique, d'avoir un cœur qui bat et puis des poumons qui respirent. Et la maladie, voilà, c'est pour ça que c'est une chance. Et même s'il y a quelqu'un qui meurt, ben voilà, derrière les gens, finalement, si on se rappelle aujourd'hui plus de Jésus que d'Hitler, c'est parce que l'amour, il gagne toujours. Et moi, dans mon monde à moi, dans lequel on vit en 2025, dans ce monde où il y a 2 guerres aux portes de l'Europe, où il y a la planète qui part en sucette de partout, et les gens sont de plus en plus en colère, ben, j'ai envie de faire en sorte et d'agir dans mon monde pour que l'amour, il gagne toujours. Et c'est pas un truc de bisounours, ce que je dis. Parce que pour mettre l'amour au centre de ses valeurs, ben, il en faut dans le pantalon. Parce que le même mec qui va me traiter de bisounours, il n'est pas foutu de dire je t'aime à sa femme déjà, tu vois. Et donc il en faut dans le pantalon et ça implique de l'action. Si j'étais là en mode oui, ça va bien se passer. Finalement, les politiciens d'aujourd'hui, tu vois, qui disent ouais, t'inquiète, le réchauffement climatique, les déchets, ça va bien se passer, tranquille. Le Covid, on gère. Eux, c'est des bisounours. Moi, je suis pas un bisounours. L'amour, c'est être vrai, authentique, avec ses peurs, avec ses croyances, avec ses valeurs. C'est sortir les doigts, c'est sortir les tripes, c'est aller plonger dans ces petites questions-là. Et c'est Churchill, tu vois, en 1942, Winston Churchill, il promettait aux Anglais de la sueur, du labeur et des larmes. Et je te passe le sang. Mais c'est ça l'amour. Hein. C'est se retrousser les manches, c'est se dire les choses, c'est se dire quand ça va, et c'est aussi se dire quand ça va pas. Et les prises de conscience, bah, ça pique. Ouais, voilà. Tu parles beaucoup de résilience dans tes conférences. C'est quoi pour toi la résilience ? La résilience, pour moi, c'est être résilient, c'est déterminé à choisir l'amour et à mettre l'amour au centre de ses valeurs et dans chacune des actions à chaque instant. Ma résilience, elle va jusqu'au bout de mon souffle. Ma valeur amour, l'idée de chercher à être aligné sur mes valeurs, et je pense que là, à partir de là, il faut repartir aussi du début. Si tu veux, dans mon premier marathon, je disais, si j'ai 10 raisons de faire ce que je fais plutôt qu'une, je suis 10 fois plus motivé. Oui. Et donc, si j'ai 10 raisons d'aller faire mon sport sous la pluie pour nettoyer mes poumons, je suis 10 fois plus motivé. Donc le marathon est venu, ce rêve de marathon est venu comme une raison supplémentaire. Et puis l'idée d'inspirer les gens autour est venue comme une raison supplémentaire. Le fait d'acheter des baskets à 200 balles, de m'engager, de voir des parents, des gamins qui étaient des enfants en fait, et puis des parents. Moi je bossais à Decathlon à Besançon à ce moment-là. Puis en fait tu avais des parents, ils venaient me voir, ils avaient les larmes aux yeux parce qu'en fait avec cette maladie, la mucoviscidose, bah, tu peux courir des marathons, tu peux avoir une copine, un travail, de l'argent, un toit au-dessus de ta tête, et puis tu peux être heureux en fait. Et leur gamin qui est grand comme ça, bah, il va vivre. Tu donnes de l'espoir. Et ça, ouais, tu te rends compte qu'en fait, tu donnes de l'espoir, tu donnes du sens aux autres. Et ça, c'est encore une raison supplémentaire. À force de chercher du sens dans mon activité sportive, dans le fait de prendre soin de moi et de ce combat pour la vie, et Dieu sait que j'ai eu besoin de sens, parce que je sortais, bah, tu vois, le verre qui est là, quasiment, je le remplissais, dans les années 2020, là, je le remplissais de staphylocoque par jour. Et j'ai passé des journées entières à me demander si je serais encore dans 15 jours. À prendre conscience que je me soigne beaucoup plus pour... Enfin, est-ce que je me soigne pour vivre ou est-ce que je vis pour mes soins, tu vois. Donc, à force de chercher du sens, j'ai fait ce travail de coaching, là, de formation de coach. J'en suis arrivé à travailler sur mes valeurs, à chercher à être aligné sur mes valeurs à chaque instant, à cocher mes choix de vie à chaque instant sur mes valeurs, à chercher à être aligné parce qu'en fait, je me dis, si je suis aligné sur mes valeurs, la maladie n'existe plus. Si je suis dans l'amour, l'espoir, la vérité, la liberté, jusque dans chacun de mes souffles, il n'y a plus de place pour la maladie. Moi, j'aime beaucoup Alexandre Jolien, il dit « naître et mourir à chaque instant ». Inspire comme si tu nais, comme si tu étais ton premier souffle. Inspire, expire comme si tu meurs au bout de l'expire.
Et en fait, dans cette amplitude, je me dis, la maladie, le staphylocoque, il n'a pas de place pour s'installer. Donc ma quête aujourd'hui, et depuis 15 ans déjà, c'est d'être dans cette amplitude à chaque instant. Et d'aller chercher encore, d'aller grappiller quelques pourcentages de capacité respiratoire au-delà de ce que me permettent les médicaments, au-delà de ce que me permettent les médecins. Donc j'ai continué à chercher ce sens dans les valeurs, et puis en final, pour arriver à ce que je te disais tout à l'heure, que la seule et unique vraie raison de faire les choses, c'est celle qui est là, c'est celle qui me fout les poils, qui me fait chialer. Et c'est celle qui vient du cœur. Donc voilà pourquoi aujourd'hui je parle d'amour en entreprise en disant que la maladie c'est une chance, parce que oui, la vie elle perd parfois, mais l'amour il gagne toujours. Et que dans mon monde, j'ai envie d'agir pour ça. Et ça implique tout un changement de paradigme, où en fait, comment je souris à mon voisin, est-ce que je dis bonjour aux gens, est-ce que je prends soin de moi, et dans ma vision de la vie, du bonheur, de la santé, du dev perso, de la spiritualité. Voilà, est-ce qu'on est là sur Terre pour simplement gagner du pognon et créer des inégalités et consommer en croyant que consommer, ça va nous rendre plus heureux, ce que nous fait croire un peu ce monde, ce système capitaliste, ou est-ce qu'en fait on pense qu'en fait la joie et l'amour, cultiver la joie et l'amour dans nos expériences de vie au quotidien, c'est ça qui compte le plus. Aller puiser la joie et l'amour au fond de son cœur avant de vouloir voyager à l'autre bout du monde, puis d'accumuler des rencontres et d'être comme ça tout le temps, comme j'ai pu l'être aussi dans mes défis sportifs. D'abord revenir à soi, à ce qui compte vraiment. À se réaligner. Et c'est ça. Et c'est ça que j'amène dans ma vision. C'est le corps d'abord. C'est la santé d'abord. Et tu vois, je rencontre plein de gens qui se disent ouais, dev perso, ouais, moi je suis spirituel, ouais. Puis en fait, la personne, ça se voit sur sa tête qu'elle n'est pas en bonne santé en fait. Et qu'elle n'est pas bien dans son corps, qu'elle est pleine de tensions, qu'elle a les yeux tout ternes, tout crispés, tout frustrés. Et moi, c'est mort, je ne veux pas vivre comme ça. Moi, je veux vivre avec ses yeux à lui. Justement. Avec ses yeux à lui, avec ce regard d'enfant. Moi, je pense que le but de la vie, c'est de revenir à son enfant intérieur, d'avoir les yeux qui pétillent, de conserver cette petite flamme. Mon objectif de vie, c'est de mourir avec le sourire, de mourir avec les yeux, tes yeux qui pétillent à toi, les yeux de Jean d'Ormesson, tu vois, ce petit air malicieux et plein d'espièglerie qui va sauter dans les flaques, d'être un papy de 90 ans qui saute dans les flaques. Et voilà, c'est ça mon kiff. Et justement, alors en quoi il t'inspire, le Petit Prince? Et pourquoi tu as ramené cet objet-là aujourd'hui? Et pour ça, parce que tu vois, aujourd'hui, tu vois, le même mec qui va me traiter de bisounours, et je prends en exemple les hommes, mais ça pourrait être aussi les femmes, tu vois. Je pense que moi, en tant qu'homme, tu vois, j'essaye d'équilibrer aussi, de ramener du féminin en moi. Et tu vois, j'ai décidé que le rose, c'était un truc de bonhomme. Et le Petit Prince, tu vois, les mêmes gens qui vont me juger, qui vont me traiter de bisounours, ils vont se dire « Ouais, le Petit Prince, ouais, j'ai déjà lu, c'est bon, je l'ai lu il y a 30 ans, je sais ce qu'il y a dedans. » Et puis en même temps, c'est quoi ton livre là? C'est nunuche, c'est gnangnan, c'est tristounet, ouais, tu vas encore nous faire pleurer. Ouais, c'est bon, ça sert à rien, quoi. Et en fait, non, le Petit Prince, il est là dans ce conte philosophique de Saint-Ex. Il vit ces étapes du deuil de sa rose, dont il est perdamment amoureux. Et pour moi, le Petit Prince, c'est un petit chevalier qui croit qu'il faut sauver la veuve et l'orphelin, qui croit qu'il faut être toujours en mode sauveur par rapport à sa rose, et puis répondre à tous ses besoins, tu vois. Et en fait, au fil de son voyage, le Petit Prince, il se rend compte que, non, ce qui compte d'abord, c'est qu'il prenne soin de lui, et que la rose, elle prenne soin d'elle, et que tous les deux, après, ils puissent être ensemble. Et pour moi, l'amour, c'est ça, le couple, c'est ça, c'est d'abord, moi, je prends soin de moi, d'abord, moi, je vais aller puiser la joie et l'amour au fond de mon cœur, dans la méditation, dans le yoga, dans le fait de réaliser mes rêves, dans une pratique physique et sportive, de prendre soin de moi, en mettant mon corps et ma santé au centre de tout, en mode le corps d'abord, c'est ce que je te disais juste avant, c'est le corps d'abord, c'est ça qui compte le plus. Et le bonheur d'abord, et ensuite, on voit ce qu'on peut faire avec. Et ensuite, on voit comment on peut faire de ça une activité professionnelle et gagner sa vie avec. Et donc, le Petit Prince, c'est un enfant. Il est plein de joie, il est plein d'amour. Il saute dans les flaques, il rayonne, il a des éclats de rire. Il a des éclats de rire magnifiques. Et moi, j'ai envie de revenir à ce Petit Prince. Parce que ce que j'ai compris, c'est que tout ce qui fait de moi une grande personne, aujourd'hui, finalement, c'est ces 5 blessures de l'âme, de Lise Bourbeau,
qui empêche d'être soi-même, ce qui fait de moi quelqu'un de rigide, ce qui fait de moi quelqu'un de contrôlant. Tout ce qui rigidifie, c'est ce qui m'empêche d'aller au bout de l'expia, d'aller encore chercher des D'être qui pourcentages de tu es capacité vraiment. respi. Et à la fois, ma quête, c'est une quête physique, d'expiration, d'oxygène, de tout ça, mais c'est à la fois quelque chose de très dans la matière, puisque j'associe ça au corps, au yoga et à la spiritualité. Donc mon but, c'est de revenir à cet enfant intérieur. Je pense qu'il n'y a pas de but dans la vie, mais s'il devait y en avoir un, ça pourrait être ça, revenir à son enfant intérieur et se libérer de tout ce qui nous entrave. Paul, Voilà, merci beaucoup pour ces partages. C'est très inspirant. merci. Merci à vous qui nous avez suivis et on se donne rendez-vous pour un prochain Cap ou pas Cap avec un nouvel invité. À très bientôt.